J'espère que l'affichage est correct pour tout le monde. Je pense que oui, d'après nos tests initiaux. Eh bien, merci pour cette participation et nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes ou à peine 30 minutes, donc jusqu'à 11h35, pour cette présentation sur le sujet du déploiement d'un MDR. Je vais commencer par me présenter. Donc, Louise Delabarre, moi je suis Solution Architect chez GetWatcher depuis quelques mois. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, auparavant, j'ai travaillé de longues années comme design authority chez Thales et récemment, enfin plus récemment, j'étais CTO cybersécurité chez Capgemini. Voilà. Je propose de démarrer cette présentation, comme j'ai dit, qui durera à peu près 30 minutes. Le thème principal de la présentation tourne autour évidemment de notre solution qui s'appelle Ion IQ, que l'on qualifie d'NDR. Et on va démarrer par, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un NDR? Je pense qu'il est important qu'on soit d'accord sur la définition et le contenu d'une solution de type NDR. Le trigramme, Network Detection and Response, je m'excuse à l'avance pour les anglicismes et les quelques mots anglais que je vais utiliser, c'est plutôt un problème d'habitude, je dirais. Voilà, donc on se base essentiellement sur la définition du Gartner, qui, je pense, est acceptée à peu près par toute la communauté cyber. Pardon. Le mot le plus important dans la définition du Gartner, c'est le mot combinaison. Aujourd'hui, nous pensons une solution NDR combine différentes méthodes ou différentes technologies de détection. C'est vraiment l'aspect le plus important à mes yeux concernant NDR. On va rentrer dans le détail. Donc, combinaison de solutions à la fois parfois assez conventionnelles, comme la détection basée sur des règles, mais aussi un peu plus, on va dire, récentes et avancées, comme l'utilisation du machine learning. Et je reviendrai sur ce point. Évidemment, les solutions de type NDR ne sont pas arrivées sur le marché de façon totalement imprévue. C'est une évolution. On a connu dans le passé les systèmes de détection d'intrusion qui se caractérisent principalement par des règles statiques et puis, dans la plupart des cas, je parle bien d'IDS et non pas d'IPS, par aucune réponse ou action en cas de détection, au-delà évidemment d'une réaction humaine. La deuxième génération de solutions, ou l'évolution des IDS, a été appelée par la communauté les NTA, donc Network Traffic Analysis, et qui se base principalement sur une approche statistique et probabiliste. Donc on analyse le trafic réseau et à travers ces indicateurs statistiques, on va être en capacité à détecter des pics, des signaux faibles et donc réagir à ce type d'informations. Et puis, comme je l'ai dit, ces solutions-là ont évolué vers ce qu'on appelle aujourd'hui donc des NDR. J'ai déjà dit que un des principaux points du NDR, c'était cette combinaison de détection, mais également une utilisation importante de ce qu'on peut appeler l'intelligence ou le renseignement, c'est-à-dire toutes les informations qu'on peut acquérir par d'autres biais, et je reviendrai également sur ce point, pour enrichir l'information et aider les analystes à décider lorsqu'il y a un événement ou une alerte. Deuxième point concernant la définition d'un NDR, j'ai repris également quelque chose qui est publié aujourd'hui par le Gartner, qui est appelé la triade ou le triade visibility. Je pense qu'il est aussi important de bien situer les solutions NDR par rapport à ce paysage. Donc aujourd'hui, lorsque le Gartner parle de triade en termes de visibilité, il parle de NDR, donc solution purement réseau où on analyse différents trafics réseau. Il parle également d'EDR, donc Endpoint Detection and Response, qui est basé sur principalement des agents. Il y a quelques exceptions, mais on va dire principalement basé sur des agents. Et le troisième point de cette triade, la partie SIEM ou UABA, donc analyse comportementale. Je vais principalement évidemment parler des différences entre ces trois solutions, mais le premier point qui me semble clé concernant les solutions EDR, c'est l'augmentation de la visibilité. Nous savons que les EDR sont donc les solutions endpoint sont extrêmement intéressantes et on n'oppose pas les deux. Simplement en termes de visibilité, nous pensons que les solutions réseau ont un avantage puisqu'elles ne nécessitent pas d'agents et une fois encore, je reviendrai sur ce point-là, mais on évite ces problèmes de shadow IT puisque si la sonde est placée au bon endroit, on est en capacité à rendre visible l'essentiel des assets ou des systèmes sur le système d'information.
Le deuxième point que je trouve intéressant pour un NDR, c'est sa capacité à détecter les APT, mais je reviendrai dessus. Un point sur lequel on est parfois peut-être moins clair, on parle beaucoup d'alerte, de détection, mais le deuxième aspect essentiel, ce sont les métadonnées collectées. Il n'y a pas que des alertes. Les solutions NDR, comme EDR d'ailleurs, vont être en capacité de collecter un maximum d'informations concernant les protocoles évidemment supportés. Et ces informations sont évidemment à disposition des analystes pour détecter, pourquoi pas, des attaques qui n'auraient pas été détectées par les mécanismes de détection. Et puis, nous, on pense, c'est un point qu'on répète assez souvent dans nos webinaires, que le réseau ne ment jamais, ce qui n'est pas forcément le cas des EDR, puisqu'on peut avoir aujourd'hui des modes d'évasion ou des attaques, il y en a eu très récemment, qui permettent de contourner ces solutions EDR. Je ne reviendrai pas sur la partie SIEM, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation. Le deuxième aspect, ou en tout cas le premier aspect lorsqu'on parle d'NDR, le Gartner parle de use case, on parle de détection, on parle d'investigation forensique ou investigation post-mortem, et on parle de réponse à incident. Donc là, je vais me focaliser sur la partie détection. Pour illustrer la solution, je pense qu'il est important de revenir sur un premier point. Nous estimons que nous vivons aujourd'hui dans un faux sentiment de sécurité, ce qui est peut-être même encore pire que simplement avoir conscience de ces problèmes de sécurité. Forrester indique que 59% des décideurs déclarent avoir eu un vol de données, de données sensibles dans l'année écoulée. Bon, ça, c'est un fait. La plupart des analystes confirment ces chiffres. Le deuxième aspect qui, moi, me paraît important et qui est aussi pour nous important dans la façon dont on design la solution, la façon dont on a développé la solution. Aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, généralement, nous pensons en liste, une checklist, une liste de contrôle de sécurité, que ce soit les frameworks adoptés comme CIS, comme le NIST Framework et d'autres, même par exemple dans le cloud, avec la Cloud Security Alliance, la plupart de ces frameworks vous donnent une longue liste de contrôles de sécurité à mettre en place, ce qui est bien en termes de gestion de projet, ce qui est bien en termes de budget. Néanmoins, le problème, c'est que les hackers, ils pensent plutôt en mode graphe, c'est-à-dire trouver un point d'accès, trouver un point faible dans le système pour rentrer. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, évidemment, quand on a rempli toutes ces listes, on pense avoir fait notre travail et être suffisamment sécurisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas, puisqu'il y a peut-être une vulnérabilité qui sera réputée non critique par ces différents systèmes. Eh bien, suffira à un hacker à rentrer et après pivoter et compromettre d'autres systèmes. Donc, il est important, dans les solutions du type NDR, d'ajouter ce type de visualisation en mode graphe, en mode relation, pour permettre de remplir, enfin en tout cas d'adresser ce faux sentiment de sécurité. Un deuxième aspect qui me semble essentiel pour bien comprendre l'intérêt et le bénéfice d'une solution du type NDR, j'ai repris un slide sur l'attaque Sunburst, le logiciel Orion développé par SolarWinds. Je ne vais pas décrire toute la timeline, ce n'est pas forcément utile et on a très peu de temps, mais ce qu'il faut retenir, Sunburst, c'est un cheval de Troie, entre guillemets, assez unique, puisque, premièrement, il adressait ou il ciblait un logiciel de supervision réseau. Donc ça, c'est vraiment un point déjà qui est essentiel, puisque malheureusement, dans la plupart des cas, nos clients et nous-mêmes, parfois, nous ne surveillons pas, nous ne monitorons pas les systèmes de supervision. Donc ça, c'est un point faible. Donc Sunburst se différencie des autres attaques au moins par ces trois critères, je dirais. Le premier, c'est un vecteur assez unique, assez nouveau, puisque c'était une attaque qu'on qualifie aujourd'hui de supply chain attack. L'idée était d'injecter du code malveillant dans une mise à jour d'Orion. Alors, premier problème, plus l'entreprise était, je dirais, en conformité avec les best practices, et plus elle était sensible à cette attaque, puisque c'est une mise à jour du logiciel Orion qui a permis d'installer ce code malicieux. Deuxième point clé pour comprendre Sunburst, les cibles. On parle de 18 000 clients sur 33 000 pour SolarWinds. Le plus important, c'est de comprendre que, je pense,
les personnes qui étaient malveillantes ciblaient principalement des organismes étatiques américains. On parle du Trésor, du département du commerce, d'autres agences avec des trigrammes américains bien connus. Et on voit bien, d'après la timeline, que Mike Pompeo, lors d'une interview, a attribué cette attaque au gouvernement russe. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, quand on voit la complexité, et c'est le troisième point, quand on voit la complexité de l'attaque, on imagine que c'est plutôt un acteur étatique. Donc quand on parle de complexité ici, c'est une complexité à tous les niveaux. L'attaque, la combinaison d'automatismes et d'actions manuelles, les contre-mesures adoptées, le fait d'utiliser les outils des administrateurs, hein, comme protocole WMI, comme des commandes comme NetSH et d'autres, qui permettent donc normalement d'administrer son système, ont rendu les détections extrêmement complexes et difficiles à opérer. Et c'est pour ça qu'on estime que la combinaison de différents systèmes sur lesquels je vais revenir juste après nous a permis de détecter Sunburst, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions. Alors justement, quand on parle de détection avancée, on est toujours dans le chapitre détection. Je vous ai dit qu'il fallait combiner des différentes méthodes de détection. C'est le cas avec notre solution IonIQ. Le premier point, et qui est souvent mis en avant par les analystes, que ce soit Gartner, Forrester ou d'autres, c'est la partie intelligence artificielle. Il y a différentes approches sur le marché. On a des approches un peu black box, ou boîte noire, pardon, où on dit voilà, on fait du machine learning non supervisé, on apprend la baseline et après on fait de l'anomalie détection avec des systèmes, avec évidemment la détection de signaux faibles et autres. Sur le papier, ça paraît extrêmement séduisant. Il y a quelques contraintes liées à cette approche. La première, c'est qu'évidemment, le système n'est pas opérationnel dès le premier jour de l'installation. Ça, c'est un vrai problème. On a pu le détecter, enfin le voir avec certains de nos partenaires et clients. Ces systèmes non supervisés nécessitent un apprentissage assez long. Et plus le système d'information est complexe, et plus cet apprentissage est long. Donc on arrive vraiment à quelque chose de contre-intuitif, mais qui rend cette approche assez difficile. Nous, on a une approche un peu différente, et je la décrirai de façon un peu plus précise juste après, mais l'idée, nous, c'est de développer des algorithmes en utilisant différentes technos dans le domaine de l'IA. Ça peut être du deep learning, du GraphML, des approches hybrides en combinant toutes ces technos entre elles. Mais l'avantage, ou en tout cas l'objectif, c'est de détecter des use cases extrêmement spécifiques. Par exemple, pour Sunburst, un des moyens de le détecter, c'était de détecter donc, ce qu'on appelle le DGA, donc Domain Generation Algorithm, le fait d'utiliser des domaines générés aléatoirement pour contacter son CNC. Nous, on a développé un algorithme supervisé ou semi-supervisé qui nous a permis donc de détecter quasi 100% des DGA dans le cadre de Sunburst. Donc, l'intelligence artificielle est presque un must-have pour être une solution NDR parce qu'elle est intéressante, mais à partir du moment où on a une approche qui est maîtrisée. Ensuite, on continue évidemment à utiliser des technos qui ont fait preuve auparavant, ce qu'on appelle nous le real-time threat detection, donc l'analyse du trafic et des règles de détection. Évidemment, l'IDS, on l'a vu, a quelques défauts, comme par exemple un taux de false positive extrêmement élevé. La façon dont on adresse ce problème-là est l'utilisation in extenso, enfin importante, de ce qu'on a appelé donc l'intelligence ou le renseignement. Nous, dans la solution, on génère automatiquement des règles basées sur les IOC, ce qui va nous permettre d'avoir des règles très très précises, une maille de filet extrêmement fine et qui évite les faux positifs et de détecter efficacement les nouvelles attaques. On a également combiné à ça des technos de détection des zero day à travers tout ce qui est shellcode. On sait bien aujourd'hui qu'un grand nombre d'attaques sont réalisées à travers l'exploitation de vulnérabilités à distance avec des shellcodes, donc développés soit avec des plateformes de type Metasploit, Empire et d'autres, ou Cobalt Strike, mais c'est souvent utilisé par les hackers. Donc c'est extrêmement important d'être capable de les détecter, qu'elles soient encodées ou pas encodées. Et puis, nous, on s'est dit aussi que ce serait intéressant de continuer à faire des analyses des fichiers qu'on va reconstituer en analysant ces réseaux. Aujourd'hui, on combine 16 moteurs anti-malware, évidemment combinés à cette intelligence dont j'ai déjà parlé. Et la capacité à resoumettre ces fichiers aux 16 moteurs anti-malware une fois que les mises à jour ont été réalisées. Donc on le voit ici qu'on combine à la fois une analyse un peu classique mais complétée par l'intelligence avec des moteurs anti-malware et de l'analyse comportementale ou de l'intelligence artificielle pour être en capacité de détecter les attaques extrêmement complexes.
Alors, je vous ai promis un peu plus de détails sur la partie IA. Ici, un tableau des différents use cases, puisqu'on parle vraiment d'usage maîtrisé de l'IA dans le cadre de GetWatcher. Ici, un tableau avec différents use cases à gauche, hein. Donc, j'ai déjà parlé rapidement de détection des DGA, donc des Domain Generation Algorithm. Évidemment, dans le domaine des rançongiciels, on multiplie les technos pour les détecter sur différents protocoles, que ce soit SMB et autres. On a également on a une approche hybride où on combine du deep learning avec un algorithme supervisé pour détecter des URL malveillants dans des emails. On a la possibilité évidemment de détecter des attaques malicieuses sur le protocole Kerberos, donc tout ce qui est authentification, grâce à une approche également combinée. Et je voulais mettre l'accent sur cette approche combinée. Aujourd'hui, il y a énormément de travaux sur la planète autour de ce qu'on appelle le graph ML, c'est-à-dire l'utilisation de technologies du graphe avec du machine learning, que ce soit du supervisé ou du non ou du semi-supervisé. Quel est l'avantage? Quels sont les avantages? Le premier, c'est qu'on a évidemment réduire les datas et avoir des données de qualité à soumettre à l'algorithme supervisé grâce au graph ML, puisqu'on a ces informations liées aux liens entre les nodes. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est d'avoir une explication à fournir, et ça, c'est clé, d'être capable de dire, voilà, on a cette conclusion-là, pourquoi? Et donc de donner des informations à l'analyste sur je dirais le résultat donné par l'algorithme supervisé. Et ça, aujourd'hui, c'est un champ de travail important parce que nos clients désirent avoir des explications quant aux résultats du machine learning. Et puis deux domaines, deux use cases qui sont aujourd'hui plus dans le domaine de la roadmap, la réduction des faux positifs qui va arriver très très vite, où là on utilise des technologies de clustering pour réduire le taux de faux positifs, puisque ça reste quelque chose d'important à adresser. Et le dernier point, qui est essentiel, mais qui reste un domaine où on travaille énormément, mais qui sera, je dirais, opérationnel courant 2022, l'analyste augmenté, c'est en capacité, grâce à des algorithmes, de fournir des recommandations pour chacun des événements à l'analyste. Alors, quand je dis recommandations, je ne parle pas d'enrichissement, hein. L'enrichissement, c'est déjà le cas. Avec du CTI, on est capable de dire, voilà, on a trouvé toutes ces informations-là, on est à peu près certain que c'est un tas critique qu'il faut adresser. Mais dans certains cas de figure, on n'aura pas forcément cet enrichissement-là. Et l'IA va être en capacité de nous dire, bah, sur les 6 mois, la dernière année de données, pardon, on a, sur des cas similaires, dans 98% des cas, trouvé que c'était un faux positif ou au contraire une attaque importante. Voilà, donc le tableau est là pour vous donner une liste de use cases dans lequel on utilise des technos différentes d'IA sur des protocoles différents. Dernier slide sur la partie de détection. On pense qu'il y a des points qui sont clés et nécessaires ou requis pour qu'on puisse être qualifié de solution NDR. Le premier, c'est malgré tout la réduction des surfaces d'attaque. C'est quelque chose d'important. Et je l'ai déjà dit lors de l'introduction, mais Shadow IT est toujours d'actualité. Et les solutions NDR ont d'ailleurs un avantage par rapport au CIEM et aux solutions endpoint, puisque, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'agents. Et dans le cadre du cloud, par exemple, où on met en place de l'infrastructure as a code, généralement les assets, hein, les images virtuelles, les containers, sont déployés de façon quasi automatique et parfois sans agent et sans technologie liée à la cybersécurité. Donc ça, c'est un premier problème. Et nous, on l'adresse évidemment grâce au fait qu'on analyse le trafic de façon passive. Le deuxième aspect, c'est l'analyse du trafic est-ouest. Évidemment, le nord-sud est toujours important, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il est intéressant aujourd'hui de multiplier les capteurs, les sensors, pour être en capacité à surveiller ce trafic est-ouest, parce que, et en particulier dans le cloud, mais pas uniquement, eh bien, il est intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas de trafic malveillant entre VPC, entre réseaux, d'une VM à une autre, peut-être lié à la vulnérabilité du stack proposé par le fournisseur de services, le fournisseur de cloud. Donc, ce flux est-ouest est essentiel. Le troisième point, c'est évidemment les flux chiffrés. On a souvent des questions. Je n'aurais pas la prétention de dire que 100% des moteurs de détection que nous avons sont efficaces en phase de trafic chiffré, mais certains le restent. Et donc aujourd'hui, il est quand même essentiel de valider lors de proof of concept ou de maquettes que la solution est en capacité à détecter des attaques malgré du flux chiffré. Alors, quelques commentaires rapidement. Évidemment, le premier commentaire, c'est que même si votre trafic légitime est chiffré, eh bien, certaines phases des attaques réalisées par les hackers ne sont pas chiffrées. Ça, il faut garder ça en tête.
le trafic n'est pas tout le temps chiffré, le trafic malveillant n'est pas tout le temps chiffré. Le deuxième aspect, c'est que même s'il est chiffré, à un moment donné, il faut quand même négocier des clés de chiffrement, que ce soit pour SSL, et à ce moment-là, on peut commencer à faire du fingerprinting pour être en capacité à détecter des clients SSL étonnants, ou en tout cas des choses qui ne sont pas standards ou qui ne sont pas conformes à la politique de sécurité. Donc, en résumé, il faut rester efficace malgré tout, y compris sur le trafic chiffré. Et le dernier point, c'est le référentiel commun, qui est essentiel. Quand je parle de référentiel, je parle par exemple du MITRE Framework, du MITRE Attack Framework. Pourquoi c'est important? D'une part, parce que c'est aujourd'hui un cadre, un framework adopté par la plupart des éditeurs de solutions, ce qui veut dire qu'on travaille moins en silo, hein, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette liste comparée au mode graph des hackers. Le référentiel commun permet d'être transverse et donc de commencer à casser ces silos et de proposer une approche holistique ou globale de la cybersécurité. En plus, évidemment, c'est une aide importante pour l'analyste puisqu'immédiatement, on lui dit, bah voilà, cet événement-là, c'est plutôt de la reconnaissance, c'est plutôt de l'exfiltration de données, c'est plutôt un mouvement latéral. Donc, c'est essentiel dans le cadre d'une solution NDR de qualité. Le deuxième use case proposé, ou en tout cas décrit par Gartner, c'est l'investigation. Une fois qu'on a détecté quelque chose, il faut évidemment aider les analystes de différents SOC, qu'ils soient internes ou externes, à investiguer et comprendre ce qui se passe. J'ai voulu ici très rapidement lister les différents types d'investigation. La première, elle est plutôt tactique, hein, c'est grâce à de l'intelligence, comprendre les méthodes, hein, ce qu'on appelle les TTP, lorsqu'on utilise le framework MITRE, les Tactiques and Techniques and Procedures, c'est comprendre comment un acteur malicieux pourrait attaquer votre système. À partir du moment où on a commencé à détecter certaines choses, grâce à cette intelligence, on peut aussi comprendre les autres techniques utilisées par ces pirates et donc essayer de comprendre un petit peu sur des sujets ou cibles de ce type d'attaque. Donc cette approche est plutôt tactique, elle est essentielle et c'est là où, comme je l'ai dit juste avant, l'utilisation des frameworks est essentielle et également la capacité à fournir de l'intelligence. Le deuxième aspect un peu plus technique, c'est l'utilisation des IOC ou des IOR, Indicator of Attacks. Et bien là, on va vous fournir automatiquement dans la solution ces indicateurs de compromission et on va même automatiquement faire ce qu'on appelle du retro-hunt, c'est-à-dire aller vérifier dans les données collectées dans le système depuis donc de nombreuses semaines ou mois et pourquoi pas années, qu'on n'a pas été sujet à cette attaque avec ces nouveaux indicateurs de compromission. On peut également le faire manuellement à travers certaines requêtes. Et on va guider ces requêtes au niveau des différents dashboards. Donc le deuxième type d'investigation peut être complètement automatisé ou partiellement automatisé, mais c'est essentiel d'avoir des bons indicateurs de compromission. Et puis le troisième point, c'est l'utilisation de l'IA qui permet de vérifier dans ces données qu'on n'a pas détecté certaines activités malveillantes. Donc, en synthèse, sur la partie investigation, de l'intelligence qui est intégrée, nous, chez Gatewatcher, à travers le rachat. Hein, je ne l'ai pas dit, mais on a racheté il y a un an une société qui s'appelait Last Infosec. Donc, nous avons cette capacité à fournir des IOC et des IOE de qualité. Et en plus, c'est totalement intégré à la solution NDR pour faire ce retro-hunt ou générer automatiquement des règles de détection. Le troisième use case, c'est la réponse. Évidemment, une fois qu'on a trié, qualifié, qu'on est en capacité à se dire il se passe quelque chose, ou même pourquoi pas le faire automatiquement, mais il faut répondre à cet événement. Mais répondre sans compromettre l'intégrité du système. Je vais donner quelques détails. Quand on parle de système, de quel écosystème parlons-nous? On a cité ici les grandes familles de solutions avec lesquelles nous sommes, intégrés ou en cours d'intégration, parce qu'il y a énormément d'acteurs. Les SIEM, les plateformes XDR, les firewalls, les solutions endpoint. Quand je parle d'orchestration, je parle des solutions type SOAR, la micro-segmentation, parce qu'énormément d'entreprises adoptent aujourd'hui le Zero Trust comme type d'architecture ou de principe. Et puis visibilité, sous le vocable visibilité, on parle des solutions type Ixia, enfin Keysight maintenant, ou j'ai oublié son nom, enfin solution de TAP, Gigamon, voilà, qui permet d'avoir une visibilité totale, y compris avec des flux chiffrés. Donc pourquoi s'intégrer à ce système-là? Eh bien pour répondre de façon efficace. Et quand on dit nous répondre, c'est à travers des API de type REST et de façon sécurisée, donc sans mettre en danger le niveau de sécurité globale de l'environnement. Deuxième aspect qui est clé pour nous,
travaille évidemment de façon étroite avec l'ANSSI, ce qui nous permet d'avoir une solution qui a été renforcée et qui est validée par les organismes étatiques, ce qui nous permet d'être relativement, je dirais, serein quant à la sécurité de la plateforme en elle-même. Le deuxième aspect, lorsqu'on parle d'intégrité de l'environnement, c'est évidemment s'adapter à l'environnement de nos clients. On travaille avec des environnements critiques, très critiques, moins critiques, mais l'idée, c'est d'être en capacité à ne pas fragiliser l'ensemble et de s'adapter complètement à cette architecture. Typiquement, les mises à jour sont clés quand on parle d'NDR, mais est-ce qu'on peut travailler en mode online? On ne peut pas partout travailler en mode online. Parfois, il faut travailler en mode air gap et même, pourquoi pas, en mode offline avec des matériels de type clé USB et autres. Donc, nous, on s'adapte complètement à cet environnement-là. Et aujourd'hui, l'intégralité des moteurs de détection et des technologies qu'on met en avant est disponible même en mode air gap ou en mode offline, ce qui n'est pas forcément le cas de nos petits camarades sur le marché du NDR. Donc, important d'être en capacité à s'adapter à l'environnement de nos clients. Et puis, pour terminer, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'environnement industriel. On a eu beaucoup de questions, que ce soit au FIC ou aux assises, puisqu'on peut constater chez les acteurs évidemment du monde industriel une convergence des environnements IT et des environnements OT, donc Operational Technology, donc tout ce qui est industriel. Pourquoi mise en place de SOC unifiés, capacité à comprendre qu'évidemment, quand on parle même d'une usine de 4.0, il y a autant de systèmes industriels que de systèmes, on va dire, de mode IT, des postes de travail, des serveurs, des applications, des bases de données. Et puis aujourd'hui, dans certains domaines comme le transport, on parle par exemple de maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on a besoin du cloud, donc d'interconnexion. Donc le rêve, c'est aussi d'avoir un environnement industriel totalement en mode air gap, sécurisé avec aucune connexion. Aujourd'hui, reste un rêve puisqu'on a besoin d'interconnecter le système, on a besoin d'utiliser d'autres systèmes. Donc nous, notre proposition de valeur, elle est de travailler avec des partenaires comme Nozomi Networks, qui est connu dans le domaine de l'industriel, de deux façons. Soit, et c'est ce qu'on voit à gauche dans le schéma, c'est intégrer la technologie Nozomi Networks dans nos technologies, dans nos appliances. C'est assez intéressant sur le plan de déploiement et puis également sur le mode de fonctionnement de l'ensemble. Il y a aussi un deuxième mode de fonctionnement qui est à droite sur le schéma, qui consiste à, pourquoi pas, pour un existant où il y a déjà des sondes de type Nozomi Network, ou l'inverse, des sondes Gatewatcher, d'être en capacité à renvoyer les événements, les métadonnées et les alertes de façon sécurisée à notre plateforme de management. Donc voilà, aujourd'hui, quand j'ai parlé de réponse automatique, semi-automatique, mais doit être totalement sécurisée, ne doit pas représenter une menace pour la stabilité et la sécurité de l'ensemble, mais en plus, nous devons être en capacité de nous adapter aux environnements IT et OT. Voilà, donc je crois qu'on est à la fin de la présentation. Je voulais vous remercier pour cette participation. J'espère qu'on était, je dirais, en face de vos attentes concernant le contenu de la présentation. Et je vous donne rendez-vous à la fois sur évidemment notre site web, évidemment au prochain webinaire qu'on peut organiser sur d'autres thématiques. On essaiera sur les prochains webinaires, que ce soit fin d'année ou début d'année 2022, d'être au-delà du slide, de vous faire des présentations et des use cases, des démos d'attaque, des démos de détection, parce que je pense également qu'au-delà de la technologie, il faut aussi parfois être extrêmement pragmatique et opérationnel. Voilà. Je tiens à vous remercier une fois encore pour votre participation.